stabilité, en particulier dans la zone euro-atlantique, la prévention des conflits locaux et régionaux, le maintien du rôle global de la stabilité et d'accroître l'efficacité des Nations Unies, le renforcement de la coopération de l'OTAN et l'Union européenne, création en partenariat stratégique, le renforcement de la coopération et développement des capacités de défense et de sécurité, le développement des compétences complémentaires de l'OTAN et de l'Union européenne, le maintien du contrôle transparent des armements en Europe, le développement de la coopération régionale dans les domaines politiques et de sécurité, la répression de l'extrémisme politique et ses manifestations, en particulier terrorisme, et assurer la sécurité de la République tchèque et ses alliés. Quelles sont les menaces de sécurité et les risques qui peuvent nuire à nos intérêts? L'extrémisme politique et ses manifestations, la prolifération des armées de destruction massive, la cyberattaque, la perturbation des infrastructures essentielles, l'affaiblissement des organisations internationales, l'instabilité des régions, des graves conflits entre les grandes puissances, la création de sphères d'influence par des pressions politiques, économiques et militaires, les conflits régionaux et locaux, l'immigration clandestine massive, la catastrophe humanitaire, les catastrophes naturelles et les accidents industriels. Et contribue à la stabilisation des États et des régions fragiles. Première expérience de combat gagnée notre unité chimique dans la guerre du Golfe en 1991. En 1999, la République tchèque a rejoint l'OTAN et en 2004 l'Union européenne. La République tchèque est devenue une partie de la sécurité occidentale. Par l'adhésion à l'OTAN, la République tchèque possède l'une des garanties de sécurité les plus fiables. Au contraire, la République tchèque doit correctement contribuer à la solidarité défensive entre les alliés. La République tchèque renforce sa réputation comme un allié fiable et contribue aux efforts collectifs des alliances de sécurité. Maintenant, une certaine expérience des opérations extérieures, étrangères. Imaginez, s'il vous plaît, la situation en 1991, mais pas seulement en 1991. À l'époque, il y avait le service national, les appelés. Généralement, le matériel militaire ne répond pas aux besoins de déploiement. Il n'y avait pas d'uniforme, par exemple, approprié à conditions extrêmes de température qui étaient en Irak, par exemple. Au Balkan, la perte du respect chez la population locale au moment de la partition de la République tchécoslovaque en 1993. L'armée tchèque a été déployée à l'extérieur de leur territoire après plus de 50 ans. Il était de milliers de nouveautés. Il était nécessaire d'apprendre les processus internationaux actuels, apprendre la coopération entre les composantes militaires et civiles de la mission, comprendre l'environnement et de la culture différente en OPEX. Il était également nécessaire de prendre le soin des soldats dans les opérations, mais aussi après leur retour en République tchèque. Dans l'armée tchèque travaillent aujourd'hui des psychologues, aumôniers militaires, des problèmes d'intégration des anciens militaires dans la vie civile, la recherche d'emploi, des problèmes avec l'alcool, l'éclatement des familles, etc. sont surveillés pour les autorités compétentes de l'armée. Et maintenant, des opérations extérieures. Oui, voilà. Vous pouvez voir 1991, Koweït, après Irak, Yougoslavie, Croatie, etc.
Albanie, Kosovo, Afghánistán, Makedonii, Pakistán. Vraiment, il y a beaucoup d'opérations. Quelques mots sur la mission étrangère actuelle. Le dispositif militaire tchèque engagé dans le cadre des opérations Afghanistan est armé par environ 260 militaires. Les militaires tchèques assureront leur mandat jusqu'à la fin de la mission de ISAF en 2014. Ils sont stationnés sur l'aéroport militaire de Kaboul et l'aéroport de Bagram. La République tchèque accompagne depuis 2010 la montée en puissance de l'armée nationale afghane en assurant la formation des militaires afghans. La République tchèque participe à la formation des pilotes des hélicoptères, par exemple, Mi-17, Mi-24. Il y a aussi le petit hôpital militaire parce que à l'aéroport de Kaboul, il y a l'hôpital médico-chirurgical, c'est l'hôpital français. C'est avec une structure internationale dans laquelle œuvrent actuellement 4 nations. Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque. Les militaires tchèques travaillent aussi au sein des structures de l'état-major ISAF. Nous sommes au Mali. Training mission Union européenne. Environ 40 militaires tchèques protègent l'état-major à Bamako et 4 militaires travaillent comme instructeurs à Koulikoro au nord de Bamako. L'Union européenne est engagée à soutenir le processus de reconstruction de l'armée malienne. Il y a près de 100 formateurs de 18 nations européennes. Kosovo, l'opération de l'OTAN, Joint Entreprise, il y a 13 militaires à l'état-major à Pristina. Quelles sont leurs tâches? Par exemple, évolution des reliefs géographiques, contrôle de la circulation aérienne. Somalie, opération de l'Union européenne, Atalanta. Tous les officiers sont à l'état-major à Northwood, en Grande-Bretagne. Bosnie-Herzégovine, opération EUFOR, Altea, la mission de maintien de la paix. Il y a deux officiers tchèques sont à l'état-major à Sarajevo qui participent à la formation des forces armées dans le domaine du stockage d'armes et de munitions et dans le domaine NBC. Sinai, Multinational Force and Observers, 13 militaires et un avion de transport Kazakh sont là-bas avec d'autres nations. La tâche, c'est le contrôle du respect du traité de paix entre Égypte et Israël. On a aussi des observateurs de l'ONU. Tous les officiers sont à Congo, c'est l'opération MONUSCO, un officier à Kosovo, à l'opération UNMIK, et deux officiers à Afghanistan dans l'opération UNAMA. Généralement, les attachés des observateurs sont de surveiller la situation politique, militaire et de la sécurité, coopération avec les organisations humanitaires, gouvernementales et non gouvernementales, et la participation à la résolution pacifique du conflit. Conclusion. Après 20 ans d'existence de l'armée tchèque, la confiance dans l'armée tchèque est plus élevée parmi les institutions de l'État, plus de 60%. Je crois que cela est également dû à la présence de nos troupes en opération extérieure. OPEX, opérations extérieures, sont très importantes pour les militaires, pour l'armée tchèque et pour la République tchèque. C'est l'expérience historique. Participation à la guerre en Irak était la première expression de connexion avec le monde occidental pour les valeurs de la liberté et de la démocratie.
grâce à d'autres missions et adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, la République tchèque est solidement ancrée dans l'environnement de sécurité en Europe et dans le monde entier. Merci, madame. Merci beaucoup. Je remercie les deux intervenants pour des présentations très riches. Maintenant, on aura le temps pour des questions. Peut-être je commencerai, comme animateur, c'est toujours le privilège d'avoir la première question. J'ai retenu de votre présentation un constat qui était que la France a un statut qui oblige. Je pense qu'il faut aussi dire que la France, avec la Grande-Bretagne, est le seul pays de l'Union européenne qui a aussi la capacité de lancer une opération extérieure tout seul. Dans ce contexte-là, je voudrais évoquer des interventions militaires ou des opérations extérieures de la France au Mali au début de l'année dernière et puis en République centrafricaine en décembre dernier. Comment sait, les pays européens ont venu en soutien de la France. On a entendu que la République tchèque a envoyé une quarantaine personnel au Mali. Mais souvent on entend en France que le soutien des pays européens est bien politique, mais que ça devient plus problématique quand on parle de soutien financier, logistique et de troupes. Encore une fois, la même discussion maintenant avec l'opération en République centrafricaine. D'où ma question, est-ce que d'après vous, le soutien a-t-il été suffisant des pays européens? Et aussi, est-ce que la France avait-elle peut-être plus coordonnée, plus discutée avec ses alliés européens des actions en Afrique avant s'y engager? Bon, là, vous m'entraînez sur un terrain qui dépasse un peu disons le cadre de mon intervention. Je vous dirais simplement les choses très simplement. Quand il y a eu urgence, il y a eu urgence. Il faut déjà parer à la situation d'urgence, donc il faut y aller. Tant que c'est pas prêt, c'est pas prêt. Si le pays ne souhaite pas qu'on intervienne, on ne peut pas intervenir. Bon, et quand il dit maintenant il faut y aller, donc eh bien on y va. Donc on y va. Nous avons des troupes en alerte. C'est l'alerte Guépard. Il y a tout ce qui est prêt avec par échelon successif. Premier échelon, deuxième échelon, etc. Donc on commence à envoyer ce qu'on appelle une tête de pont. C'est les éléments précurseurs qui arrivent sur le terrain, qui commencent à faire un tour d'horizon, à s'implanter et à préparer l'arrivée des renforts. Évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes, enfin ça se fait assez rapidement. J'étais en Côte d'Ivoire lorsque le Mali s'est déclenché le 11 janvier, donc ça fait 1 an et 5 jours, c'est allé assez rapidement. Sur l'affaire européenne, c'est une question politique. Bon, je crois que, après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de crise économique, que les pays tous nos pays ont des soucis d'emploi, de chômage, etc. Il y a d'autres priorités, mais lorsque on explique la situation, je crois que tout le monde finit par comprendre qu'il y a un problème, et nous allons avoir des renforts européens en Centrafrique qui vont arriver, la Pologne, l'Allemagne et d'autres. C'est ainsi que la République tchèque a répondu présente, alors dans le cadre de l'Union européenne, sur la formation de l'armée malienne, qui est aussi, parce qu'il y a 2 volets. Il y a le volet intervention militaire, et j'y ai fait allusion dans mon exposé, le volet formation. Il faut aussi former l'armée locale. Le but, c'est pas d'instituer un protectorat. Le but, c'est de faire en sorte que l'armée locale, les institutions prennent conscience. Je crois que l'Afrique, en tout cas certains pays,
il y a quelque chose qui se passe, commencent à prendre conscience de la nécessité d'assurer quand même par eux-mêmes, avec les moyens qu'ils ont, avec leur culture, avec leur sensibilité, la nécessité de s'organiser pour pouvoir parer à certaines menaces de déstabilisation et qu'ils doivent y répondre. Il faut qu'ils prennent en main leur sécurité, on est là pour les aider. Voilà. Maintenant, encore une fois, il y a, suite au Conseil européen de décembre, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui se mettent en œuvre. C'est tout ce que je peux dire à mon niveau. Maintenant, j'espère que quelqu'un a déjà réfléchi sur une question. Je pense que je peux parler comme ça si tout le monde m'entend. J'aurais une question pour chacun de vous deux. Donc d'abord merci pour vos présentations qui ont été très enrichissantes. Je me demandais, dans le cadre de la France, vous parlez de l'obligation d'intervenir. C'est vrai, est-ce que vous considérez que quand on voit la tendance des 10 dernières années, comme vous dites le contexte de crise économique, est-ce qu'on pourra maintenir encore longtemps cette capacité de se projeter à différents endroits du monde, simultanément dans plusieurs situations, et de le faire de façon efficace? Je pense évidemment à la Centrafrique, qui, malgré notre bonne volonté et notre envoi d'un effectif assez conséquent, ce n'est pas un effectif qui permettra de rétablir la situation dans le pays de façon correcte. Et puis, pour la République tchèque, je me demandais comment est perçu par l'opinion tchèque le fait d'intervenir de cette façon à l'extérieur. Parce qu'en France, on a une tradition sur les 150 dernières années qui nous fait intervenir un peu partout dans le monde. La République tchèque n'a pas cette tradition d'intervention à l'extérieur. Comment est perçu par les citoyens tchèques ces interventions, comment sont perçues ces interventions à l'extérieur? Je vous remercie. Je savais bien qu'on allait dériver vers des questions un peu comme ça, un peu au-delà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la France a la volonté, en tout cas la France, mais d'autres pays aussi certainement, compte tenu de la réalité des choses. Il y a une crise, c'est pas facile, on le sait, enfin, je n'invente rien. Néanmoins, le monde extérieur existe. Bon, alors, il faut essayer, comme je l'ai dit, parfois, quand il y a des choses qui deviennent un peu sensibles, eh bien, il faut essayer d'intervenir pour rétablir une normalité, pour se protéger aussi le cas échéant. La France, la loi de programmation militaire a été votée en décembre, je crois, le 13 décembre, tient compte des difficultés économiques, mais on dit qu'elle sanctuarise le budget et nous nous donnons encore la capacité dans les années à venir, certes avec une réduction un peu de format, en termes de matériel d'équipement et en termes de volume des hommes, mais avec des budgets qui sont quand même maintenus compte tenu de la crise économique. Voilà. Mais on ne baisse pas la garde. La France donne comme ambition 2014 à 2019, on verra, ce sera l'objet d'une autre programmation militaire. Il y a des matériels de l'équipement qui est commandé, assure la préparation opérationnelle de ces hommes. Voilà quoi. Voilà. Vous savez, vous avez des armées pléthoriques dans le monde, de certains pays, il y a beaucoup de volume, mais ils ne sont pas capables d'intervenir. Donc, le volume est important. Le volume est important parce qu'on l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, à un moment donné, l'OTAN, les Américains et l'OTAN ont, général Petraeus, général McChrystal, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, ont dû, à un moment donné, créer ce qu'on appelle le surge, c'est-à-dire la hausse des effectifs. Parce qu'à un moment donné, il faut mailler le territoire, il faut contrôler des zones, etc., où il y a des rebelles, des insurgés, il faut ce qu'on appelle, nous, dans l'armée de terre, tenir le terrain. Pour ça, il faut des effectifs. Et quand vous avez un effectif de déployé sur le terrain, vous ne pouvez pas laisser les gars en permanence sans relève, il faut qu'ils se reposent, ils sont sous pression. J'ai parlé des blessés, des morts, des traumatisés psychologiques. Il faut que les gens se reposent, c'est depuis la nuit des temps, en 14-18, ça a été cas. Chaque Pétain a organisé les relèves à l'arrière, etc., parce que les poilus n'en pouvaient plus. Je l'évoque puisque nous allons rentrer
dans le cycle mémoriel 14-18, donc la Grande Guerre, comme on l'appelle, va être au devant de la scène. Voilà. Après, on peut discuter indéfiniment. Voilà, c'est jamais suffisant. Hein, c'est jamais suffisant. Même les Américains qui ont un très gros budget, les militaires américains qui vont dire oui, mais on n'a encore pas ça, et on n'a encore pas ça, et la dernière, on n'a pas assez, etc. C'est normal. Tous les ministères, toutes les institutions trouvent qu'elles n'ont jamais assez. C'est normal. Mais je pense qu'on aura encore la capacité. Voilà. Votre deuxième point, c'était, mais sur mon point, c'était ça, la capacité à intervenir. Et puis par rapport à la Centrafrique. La Centrafrique, écoutez, j'ai parlé des caractéristiques d'intervention. Parmi ce qu'on observe les critères, c'est la durée. La Centrafrique, ça vient de se déclencher. On ne peut pas juger du succès d'une opération au bout d'un mois, dans un contexte aussi compliqué. Le Mali, c'était différent. Parce que le Mali, il y avait des insurgés identifiés. On a fait des raids dans le désert, avec hélicoptères, avions de chasse, blindés, des raids blindés, comme les anciens, voilà, des chevauchés de cavalerie, blindés en tout cas, maintenant. Mais voilà, c'était très très dur, par certains côtés. Certains qui sont allés au carton, comme on dit, ont vu des insurgés qui étaient d'ici, le fond de la salle, c'était presque du corps à corps. Hein, c'était très dur, par des températures de 50 degrés. Les semelles bérengères se fondaient sur les cailloux. Il a fallu amener des paires de chaussures rapidement de la métropole. C'était, de mémoire, c'est 10 ou 12 litres d'eau par homme et par jour, hein, avec la transpiration. 40 kg sur le dos, etc. C'est dur. Mais, je reviens à vos questions, je ne fais pas de migration, c'était linéaire. Les ennemis, les amis. Alors évidemment, quelques attentats suicides, etc. En Centrafrique, je ne suis pas un expert, je ne suis pas allé en Centrafrique, mais d'après ce que je comprends, c'est plus enchevêtré, c'est plus imbriqué, c'est plus difficile, la crise est profonde, hein. Elle est ancrée. Voilà, donc on ne peut pas dire, voilà, demain ce sera fini, quoi. Et puis c'est pas parce qu'il y a des progrès. Le président est démissionné, bon, alors maintenant on est en attente d'élections, certainement, ça ne va pas être facile, voilà, on le sait. Les renforts européens vont arriver, les Nations Unies, sont là, il y a quand même 4500 à peu près, entre 4000 et 5000 soldats africains, nations africaines, qui sont là, qui aident, qui maillent aussi le territoire, qui font des patrouilles, qui discutent, voilà, qui aident aussi. Hein. Ce sont des renforts qui sont en train d'arriver. Donc je dirais wait and see, ce n'est pas facile, mais aucune crise n'est facile. Voilà, c'est ça. J'ai déjà mentionné quelque chose. À mon avis, les citoyens ne sont pas contre de l'opération extérieure. Je peux montrer, par exemple, chaque départ des unités tchèques est sur la place de l'avion. Il y a beaucoup de citoyens, ce sont des militaires, ce sont des citoyens civils, etc. Pas de réaction qui est contre cette intervention, entre guillemets. Et vraiment, la confiance dans l'armée tchèque est très élevée. Pour nous, c'est beau, nous sommes fiertés, mais à mon avis, c'est à cause aussi de l'armée professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas les appelés qui étaient obligés intervenir, etc. Mais aujourd'hui, ce sont des professionnels, c'est son boulot, on peut dire comme ça. Et voilà. Je vais peut-être un peu rajouter sur ce point-là, dès qu'on a parlé avant de l'approche globale sur le volet civil, parce que quand j'étais à Prague, j'ai travaillé sur le dossier Afghanistan et aussi en Afghanistan dans le domaine de la reconstruction. Et puis, le point que je vais ajouter, c'est que la République tchèque a une tradition assez importante de l'aide de reconstruction et de l'aide humanitaire
à l'extérieur, partout dans le monde. Il y a une sensibilité particulière de s'engager sur ce terrain-là. L'organisation non gouvernementale People's in Need est aujourd'hui la plus grande organisation qui s'occupe de reconstruction de l'aide humanitaire à l'Europe centrale, avec un budget le plus important de toutes ces organisations-là. Donc dès qu'on parle des missions extérieures qui sont implantées dans ce domaine-là, il y a beaucoup de missions de l'armée tchèque qui ne sont pas strictement militaires, mais aussi un volet de reconstruction, de soutien, de l'aide humanitaire. Ça suscite beaucoup plus de soutien de la part de la population que si c'était une mission strictement militaire, ce qui était exactement le cas en Afghanistan, où la plupart des effectifs de l'armée étaient dans le cadre de l'équipe provinciale de la reconstruction. Donc c'est aussi quelque chose qui a un impact assez profond sur l'image des opérations militaires à l'étranger dans la population. S'il y a encore des questions. Juste en face de la caméra. Merci pour vos présentations. Dikuyemo, général. Merci, colonel. Vous avez parlé des actions de chacun de la République tchèque et de la France au niveau international, donc sous mandat européen et sous mandat de l'ONU, mais vous n'avez pas parlé des accords bilatéraux, en fait. Est-ce qu'il existe des accords entre la France et j'imagine, et la République tchèque au niveau militaire? Donc première question, et j'aurai une question ensuite plus politique entre la relation entre la République tchèque et Israël, parce qu'elle est assez étonnante, je dirais. La République tchèque supporte ouvertement la politique d'Israël dans la bande de Gaza. C'est même, je crois, le seul pays européen à le faire. C'est assez curieux, je trouve. Donc, pourquoi cette relation quel est l'intérêt pour la République tchèque de s'exprimer ainsi avec Israël, et quelle est la relation entre la République tchèque et Israël? Voilà, merci. Pour moi, on existe le plan de coopération entre la France et la République tchèque, entre l'armée française et l'armée tchèque. À peu près, il y a 25 des activités en France, 25 activités en République tchèque par année. Ce sont des stages de stagiaires à l'école militaire, ce sont des petits exercices. Pour nous, par exemple, c'était très